Quand t'as jamais embauché personne, est-ce que c'est la bonne personne? Tu peux pas savoir en fait si tu te connais pas toi-même en fait. Et quand t'es entrepreneur, c'est ça qui est génial en fait. Et pour moi en fait le parcours, quand tu embauches des gens, c'est vraiment comme quand tu dois nouer des relations avec des gens, parce qu'au final c'est ça aussi. Et du coup tu sais pas au début et tu fais plein d'erreurs et tu t'en rends pas compte. Finalement, les jeux vidéo ou les romans ou quoi que ce soit, même les vidéos, c'est qu'un support pour pouvoir exprimer un peu, je sais pas, ce désir latent de vouloir m'exprimer et de créer des mondes un peu comme tu le dis. Alors moi je continue mon road trip de Tour de France des entrepreneurs libres, et aujourd'hui c'est un entrepreneur un petit peu particulier que j'interviewe. À mon avis, pas mal de gens qui me suivent doivent voir qui c'est. Chris. Oui. C'est toujours Chris ton pseudo. Hashtag poisson fécond. Hashtag poisson fécond, qui a une grosse chaîne YouTube, t'as plus de 2 millions d'abonnés, c'est ça. Et alors ça m'intéressait vraiment, d'habitude j'interviewe pas de youtubeurs, mais ça m'intéressait vraiment de discuter avec toi, parce que t'as une approche un peu particulière, parce que t'as une approche entrepreneuriale. On n'est pas chez toi, on est dans tes bureaux, en plein cœur de Lyon. T'as une dizaine de salariés qui bossent à plein temps avec toi. Et j'aimerais qu'on en discute un peu et que tu me racontes comment t'en es arrivé à cette approche entrepreneuriale, presque start-up en fait. Alors qu'à la base, tu voulais juste être un youtubeur classique. Ça fait combien de temps déjà que t'es sur YouTube ? Ça fait maintenant 60 ans. Non, ça fait 9 ans déjà, c'est quand même c'est fort long. Et voilà, ça fait 9 ans et donc ça fait depuis 2 tiers de mon existence que je peux en vivre. Voilà, au bout de quelques années, j'ai réussi à en vivre et du coup, ça c'est venu très progressivement pour les salariés et l'aspect entreprise et ce genre de choses, start-up aussi. Donc. Tu t'es lancé en 2011 ? 2012 peut-être. 2011, 2012. T'avais quel âge à l'époque ? J'avais 12 ans. J'avais quoi ? J'avais 24, je crois, 24 ans. 24 un truc ans. comme ça, ouais. Ah, mais t'es vieux en fait. T'avais mon âge en fait. Enfin, j'ai 25 ans. Voilà. Je pensais que t'étais beaucoup plus jeune. Bienvenue au monde. C'est ça. Et ok, donc tu t'es lancé à 24 ans avec ta chaîne YouTube. C'est quoi ton objectif à ce moment-là ? Alors tout début, tu vois, moi c'était les débuts de YouTube et il y avait, je me souviens, Norman, Cyprien qui commençaient, ils avaient genre 100, 200 000 abonnés, tu vois, c'était pas grand chose. Maintenant ils en ont beaucoup plus. Et du coup, je voyais, ils commençaient à. Enfin, ils faisaient des trucs intéressants, mais on pouvait pas en vivre. Enfin, il n'y avait pas d'argent sur YouTube à ce moment-là. Il n'y avait pas de monétisation. Donc, du coup, moi, je l'ai quand même fait YouTube parce qu'il y avait l'aspect vidéo qui m'intéressait. Et j'étais nul. J'avais rien. Je savais ni monter, ni être à l'aise devant la caméra, ni regarder un objectif. Rien du tout. Zéro. C'était nada. Du coup, je savais vaguement écrire, quoi. C'était quoi ton approche ? C'était de quoi est-ce que je vais parler dans mes vidéos ? Est-ce que je vais faire des sketchs ? Parce qu'à l'époque, c'était surtout ça, YouTube. En fait, il y avait quasiment que ça. Il n'y avait pas le learning, l'éducation, tout ça, ou alors c'était quasi inexistant, et donc du coup j'ai été parmi les premiers. Et donc en fait moi je voulais être prof en parallèle de ça, donc je faisais un peu des études pour être prof. J'avais une licence de psycho qui servait à rien entre nous, hein. De toute façon ça sert à rien la psycho. En tout cas ce que j'ai fait m'a pas été fort utile, mais bon voilà, en tout cas je voulais apprendre des choses, donc je me suis dit je pourrais mixer un peu l'humour, parce qu'apparemment c'est l'humour qui marchait, mais avec des trucs où on apprenait des choses aux gens. Mais je me souviens, je m'étais dit c'est risqué, hein, parce que ça n'existe pas. Est-ce que les gens ils vont comprendre qu'on apprend des choses ? Ça paraît bête maintenant, mais avant c'était pas du tout le cas. Donc une approche un peu infotainment où tu veux transmettre de l'information. Infotainment, c'est la première fois que j'entends ce terme, mais c'est très américain en fait, très marketeur américain. Non, en fait c'est juste que c'est de l'information, mais sous forme de divertissement, pour que ce soit plus digeste et plus agréable à consommer. Exactement, c'est ça. Ça a cartonné tout de suite, ou t'as eu une traversée du désert au début ? Ah non, ça a bidé ça a bidé pendant 2 ans, 3 ans. Et c'est pas comme genre tu claques des doigts et tout à coup ce que tu as toujours fait marche. Non, de base ça marchait pas. Et si j'avais continué à faire ça, ça n'aurait sans doute jamais marché. Et je faisais un certain type de vidéos, des mini-cours, des vidéos un peu longues, un peu chiantes. Du coup, j'ai complètement revu ça au bout d'un certain temps parce que je voyais que ça marchait pas. J'avais 1000, 2000 abonnés. Et c'était le néant, quoi. Les gens ne regardaient pas les vidéos jusqu'au bout. Enfin bref, il y avait que des trucs négatifs. Après coup, je m'en rends compte. Et après, j'ai complètement changé la formule pour faire des trucs à Chris. Et c'est là où ça n'a pas pris dès le départ, mais j'ai vu déjà une nette différence. C'est que déjà, j'avais moins besoin de faire de la pub. Et du coup, les gens regardaient davantage les vidéos. Il y avait davantage de vues. Et après, c'était un cercle vertueux qui fait qu'au bout de plusieurs mois, j'ai réussi quand même à avoir beaucoup plus d'abonnés. C'était quoi les différences fondamentales entre ce que tu faisais avant et qui marchait pas et les trucs à Chris ? Alors il y avait toujours ma tête, hélas, mais en tout cas là, au début tu te dis c'est ma tête qui va pas en fait, quel est le problème? Mais au final tu te dis bon il y en a d'autres qui marchent, ils ont des têtes un peu bizarres aussi, bon voilà. Non en fait c'est compliqué à dire, donc du coup moi ce que j'avais isolé comme facteur c'était peut-être que mes vidéos étaient trop longues. Pour dire à l'époque les vidéos ça faisait 3 minutes, c'était une moyenne 3 minutes de vidéos, c'était les podcasts et tout, et moi mes vidéos elles faisaient 10-12 minutes.
c'était 4 fois plus long que la normale, ça allait pas. Donc j'ai refait des vidéos de 3 minutes. Ouais. J'ai fait plus d'humour, j'ai fait des infos beaucoup plus frappantes. Avant, pour te dire, en gros, c'était mini-cours sur l'informatique où je parlais de plein de trucs intéressants sur l'informatique. J'expliquais comment ça fonctionnait. Et ensuite, ça a été, par exemple, 5 trucs à savoir sur l'informatique, s'il fallait reprendre le même truc. Et là, je parlais juste de trucs waouh. Et du coup, j'étais plus nerveux, plus rapide dans la voix. Donc, j'ai essayé de changer un peu tout. T'as fait des trucs plus croustillants, plus YouTube friendly en fait. Des, entre guillemets, le mot top, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de top. Ouais. J'étais, entre guillemets, celui qui l'avait, je sais pas comment dire, démocratisé d'une certaine façon, parce que ça existait sans doute aux États-Unis, mais il n'y avait pas ça en France. Ouais. Et tes vidéos étaient scriptées à ce moment-là, t'écrivais tout à l'avance? J'ai toujours scripté tout, ouais. D'accord. Toujours tout. Et comment tu fais? Alors c'est vraiment une question bête, technique que j'ai, mais tu as un prompteur? Comment ça se passe? Où tu lis ton texte et puis tu parles devant la caméra et tu... Maintenant j'ai un prompteur, ça change un peu la vie quand même, ça va plus vite, mais avant, et pendant quasi toute l'existence de la chaîne, j'ai jamais eu de prompteur, donc j'avais un script, donc c'était un... Alors j'ai pas, mais... Tu vois, c'est un bout de papier, donc j'imprimais mes... Enfin, j'écrivais sur Google Doc, et ensuite j'imprimais les trucs, et je regardais la feuille, j'essayais de mémoriser la phrase, et je disais par exemple, salut la Poiscaille, aujourd'hui on va aborder ceci dans cette vidéo, machin, et voilà, et ensuite je relisais la phrase, et à chaque fois il y avait des jump cuts à chaque fois. C'est ça, des jump cuts à chaque fois. Et voilà, et ensuite j'ai fait tout directement sur le téléphone, je me suis dit en fait, je peux lire sur le téléphone le script, donc j'ai arrêté d'imprimer mes scripts, et puis maintenant c'est prompteur. Ok. À ce moment-là, quand ça a commencé à décoller, qu'est-ce que tu t'es dit? Tu t'es dit, ok, je m'y mets plus, je passe plus de temps dessus. Est-ce que tu avais déjà un projet peut-être de gagner ta vie avec, de devenir youtubeur? Est-ce qu'à l'époque déjà ça existait d'être youtubeur comme métier? Je sais pas trop, je me souviens pas forcément trop de cet aspect-là, mais je sais pas si le terme youtubeur a été inventé dans la foulée. Je sais pas, il est venu progressivement, j'ai un peu le sentiment, mais au bout d'un moment, en fait, les youtubeurs, ils ont pu commencer à gagner leur thune. Et je me rendais compte, parce que j'ai fait une vidéo sur le salaire des youtubeurs, c'est celle qui avait le mieux marché. Pas sur l'instant quand je l'ai sorti, mais voilà, le salaire des youtubeurs. Et en faisant mes petits calculs, je me rendais compte, à raison de 1 euro pour 1000 vues, ce qui était à peu près dans la réalité. Il faut rappeler qu'à l'époque, souvent le seul revenu des youtubeurs, c'était la publicité YouTube. Ouais. Et du coup, il fallait faire beaucoup de vues, mais ça, c'est toujours le cas actuellement pour gagner de l'argent avec les pubs. Et voilà, je voyais qu'il y en a, ils pouvaient faire 10, 20, 30, 50 000 par mois, ce qui était bien, en fait, c'était très bien. Et donc, voilà, j'ai fait cette vidéo et je me suis dit, putain, peut-être que ça pourrait réussir aussi de mon côté. Donc, je m'étais mis quand même à cet objectif, en moins de 2 ans, que je puisse réussir à en vivre. Ok. C'était quoi ta fréquence de publication? C'était une vidéo par semaine quand j'ai changé la formule pour que ça carbure, avec les trucs à Chris. Et pendant combien de temps? J'imagine qu'au début, tu bossais tout seul? Ouais. Pendant combien de temps t'as bossé tout seul? 1 an, 2 ans, un truc comme ça, quelque chose comme ça en fait. À partir du moment où j'ai changé, où je me suis mis à faire ce type de vidéo, parce qu'avant ça comptait pas, c'était un rythme beaucoup plus disparate, c'était toutes les 2-3 mois, ça n'avait pas de sens. Et après j'ai pris assez rapidement un monteur vidéo, donc en fait très rapidement je me suis mis en optique du coup de déléguer les trucs pour gagner du temps, pour pouvoir faire d'autres activités quoi. Comment t'as fait? Parce que ça peut être quelque chose qui peut faire assez peur de déléguer. Il y a le côté financier, il y a le côté perdre un peu le contrôle sur son bébé, il y a le côté trouver quelqu'un de compétent. Comment est-ce que t'as fait? C'était un ami à toi? C'était un freelance? Comment t'as trouvé la personne? Comment tu l'as rémunéré? Alors le tout premier il s'appelait Félix, maintenant du coup je travaille plus avec lui, mais peut-être on reviendra sur cet aspect là après. Donc du coup la première personne, j'ai fait une annonce en fait sur la chaîne YouTube, je dis voilà j'ai besoin d'un monteur. Tout simplement. Voilà, tout simplement. J'ai fait une annonce pour un monteur et du coup il y a eu plusieurs profils, donc j'ai essayé un petit peu de sélectionner, de faire des entretiens à distance et puis faire un petit test de compétences, machin, ces trucs comme ça. J'ai très mal fait les choses parce que du coup, d'où la raison de pourquoi je travaille plus avec lui aussi. Donc voilà, en tout cas j'ai quand même essayé de faire un truc à peu près potable, mais quand t'as jamais embauché personne, tu sais pas en fait c'est quoi potable. C'est comme si tu sortais la première fois avec une fille et tu te dis, ou un mec, et tu te dis waouh, est-ce que c'est la bonne personne? Tu peux pas savoir en fait si tu te connais pas toi-même en fait. Et quand tu es entrepreneur, c'est ça qui est génial en fait. Et pour moi en fait le parcours, quand tu embauches des gens, c'est vraiment comme quand tu dois nouer des relations avec des gens, parce qu'au final c'est ça aussi. Et du coup tu sais pas au début et tu fais plein d'erreurs et tu t'en rends pas compte. Au moment où tu embauches, tu te dis bienvenue ici. Du coup, tu te vois bosser toute ta vie avec. En fait, j'étais bête à ce point-là que, alors c'était pas avec lui, mais avec mes tout premiers salariés, sinon je les ai mis en CDI direct sans période d'essai.
C'est dire, je me suis dit, mais c'est les bons, c'est avec eux que du coup je vais faire ma vie, on va se marier. Enfin, la naïveté, elle était pure. Au bout d'un mois, il y avait des gros problèmes. Mais c'était pas avec ce monteur-là. Ce monteur-là, c'était bien avant, j'avais pas encore la structure juridique, le Kundar, la société. Du coup, parce que Poisson Fécond, derrière, il y a le Kundar, c'est le nom de la société. Donc, du coup, il bossait en freelance, donc je le payais à la vidéo, il me semble. Et du coup, voilà, enfin, je l'avais mal formé, c'est-à-dire qu'il bossait un peu à sa façon, il était lent, et du coup, je repassais à chaque fois derrière lui quand il finissait une vidéo, ce qui était ni valorisant pour lui, ni pour moi, et au final, je gagnais quand même du temps, parce que le montage, c'est quand même un gros bébé, en tout cas pour mes vidéos, parce qu'il y a beaucoup de montage, mais... ça le faisait pas, et c'est au bout de 2-3 ans où je m'en suis vraiment rendu compte. Ah, quand même. Bah en fait, moi j'avais les yeux vraiment, je faisais des jeux vidéo à côté. Je m'étais mis à faire des jeux parce que c'était un truc aussi qui me bottait. Et donc du coup, ça me laissait peu de temps par rapport à ça. Mais entre-temps, j'ai quand même embauché d'autres personnes, j'ai quand même pris aussi une rédactrice. Donc voilà, il y avait d'autres personnes qui continuaient à bosser avec moi. Ça te plaît justement de gérer une équipe ? Oui, parce que pardon, c'était l'une de tes questions. Ça a l'air de pas te faire peur, et moi je suis intéressé par ça parce que moi c'est toujours quelque chose qui m'a un peu angoissé, de me dire je vais avoir des gens qui vont dépendre de moi pour savoir quoi faire pendant leur journée, tu vois. Et ça mettait une sorte de pression de me dire mais j'ai pas envie en fait d'avoir à gérer ça. Moi j'ai envie de pouvoir partir en vacances en pleine semaine, gérer ma vie comme je veux, pas avoir cette pression là. Et donc c'est quelque chose que j'ai toujours un peu repoussé au lendemain. Bon, finalement aujourd'hui j'ai une petite équipe qui bosse avec moi, mais ils sont en freelance, ils s'organisent comme ils veulent. C'est que des freelances, pas de salariés. Ouais, c'est très léger. J'ai un salarié, mais sinon c'est très léger. Et je voulais savoir justement, toi c'est plutôt quelque chose qui t'a attiré, ça t'a pas fait peur ? Bah étonnamment pas tant que ça en fait, parce que ça me faisait plus peur, c'était le côté entreprise, le fait de créer une entreprise, alors qu'en réalité c'est con, comme tu claques 1000 balles ou 2000, je sais plus, tu prends un cabinet comptable, il te fait tout, tu signes 2-3 papiers chiants et puis c'est réglé en fait. Franchement c'est facile. Moi aussi je suis resté bloqué en tant qu'auto-entrepreneur pendant trop longtemps, et je me limitais en termes de chiffre d'affaires parce que j'avais peur de me dire oh là là ça va être une tannée de créer ma boîte, alors qu'en fait c'est jouable, tu vois. C'est ça, c'est une bonne pensée limitante, et c'est juste en fait tant qu'on l'a pas fait en fait ça paraît fou, et les risques et tout, il y a pas de risque, le monde est plus risqué en fait, on n'est plus à l'âge de pierre, même si t'échoues il y a rien quoi, au pire t'as une structure juridique, t'es protégé, tu perds même pas ta thune. C'est un truc qui fait, tout le monde le sait pas, mais si t'as une SAS par exemple ou une SASU, ou c'est des sociétés à responsabilité limitée, tu vois, SARL responsabilité limitée. Et le principe c'est que même si tu fais faillite, même si ta société doit 2 millions à ses investisseurs, toi personnellement, à partir du moment où tu n'as pas commis de faute grave en tant que CEO, il va rien t'arriver. On va pas venir te prendre ta télé chez toi, on va pas venir tu vas pas, personnellement, tu vas pas avoir la moindre dette. C'est juste ta société. À partir du moment où ta société fait faillite, tes dettes sont écrasées. Mais tu vois, j'ai l'impression, tu vois, il y a plusieurs caps. Là, j'en vois 3. Parmi les premiers que j'ai franchis, tu as le statut, non même 4. Le premier statut, c'est l'étudiant ou alors la personne qui connaît pas encore le monde du travail et tout. Ensuite, tu as le salarié qui sait c'est quoi travailler et tout. Mais tu sais, c'est vraiment comme des murs à chaque fois. Ensuite, tu as le statut entrepreneur ou auto-entrepreneur, dans le sens où tu travailles pour toi-même et tu gagnes ta propre vie. C'est un petit peu ce qu'on peut voir à travers peut-être tes vidéos et l'image un peu que tu véhicules. Et puis, tu as le statut au-dessus ou différent, c'est celui-là où du coup tu deviens chef d'entreprise, où là il y a la notion de salarié, peut-être de responsabilité plus lourde, ce genre de choses. Plus dans je suis un peu plus dans cette partie-là, mais c'est des trucs différents. C'est pour ça il y en a pas un qui est mieux, c'est juste une façon de voir les choses différentes. Et à chaque fois c'est des caps différents à franchir. Et moi en fait, en gros, j'étais un peu emballé à l'idée de pouvoir. Il y a une notion un peu de famille aussi, tu vois. L'entreprise pour moi c'était avoir du coup tu as pu le voir, des bureaux assez chouettes, plutôt bien décorés, tout ça, où on se sente bien, et comme si ça faisait une sorte de second foyer. Et je sais pas, je dirais pas jusqu'à dire que les salariés je voulais les embaucher pour que ce soit des amis, parce qu'au final c'est pas le cas, mais c'est juste vraiment qu'ils se sentent bien et que ça fasse comme un nouveau cocon où tu peux te sentir bien et où tu peux t'épanouir, quoi. Le fait d'avoir une équipe aussi, de pas être un peu seul face aux problèmes que tu peux rencontrer, de dire on gère ça ensemble. Ouais, même si au début c'était pas, au début je gérais les choses moi-même et je déléguais mais mal, et du coup je communiquais mal avec mon équipe, donc mauvais management. Mais ça dépend en fait des gens. Moi j'avais ces problèmes-là, mais si vous embauchez, vous rencontrez peut-être ces problèmes-là, peut-être d'autres. C'est des problèmes en vraie fréquence, que j'ai rencontrés, donc c'est normal que je suis tombé à pleine tête dedans. Et puis voilà, Alors moi je voudrais qu'on parle d'un truc qui m'avait vraiment étonné chez toi à l'époque où tu l'avais fait.
C'est que, alors c'était... Je t'ai mis tout nu. Non, c'est pas ça. Non, c'était pas ça. Non, ça, on en parlera après. Non, c'était une autre... alors, je sais plus du tout quand c'était, mais je me souviens que tu avais fait ton premier placement de produit pour une appli de rencontre. Et à l'époque, c'était assez rare pour les youtubeurs encore de faire des placements de produits. Et souvent, quand ils le faisaient, c'était un peu caché, c'était pas forcément quelque chose d'assumé. Alors qu'aujourd'hui, tous les gros youtubeurs ont des sponsors, on le sait, ils le disent dans leurs vidéos, c'est accepté, et c'est accepté aussi par le public. À l'époque, beaucoup moins. Et donc toi, tu avais fait ce placement de produit, et ensuite tu avais fait une vidéo dans laquelle tu avais parlé de ce placement de produit, et tu avais même dit combien tu t'étais fait payer pour ce placement de produit. Je crois que c'était 10 000 €. Moi d'ailleurs ça m'avait étonné à l'époque, moi je me lançais tout juste sur le web et tout, et je me disais ouais putain c'est pas mal, tu vois. Et puis t'avais pas l'audience que t'as aujourd'hui en plus, je me disais ah quand même c'est intéressant, c'est un bon business model aussi. Et surtout le fait que tu l'assumes et que tu le dises comme ça à ton audience, ça m'avait surpris. Je me suis dit c'est nouveau, la plupart des youtubeurs j'avais le sentiment qu'ils avaient plutôt un tabou avec l'argent. Toi c'était pas ton cas, t'avais cette approche entrepreneuriale. Pourquoi t'as fait ça? Qu'est-ce qui t'est venu en tête à ce moment-là? Je l'ai pas. En gros, c'était une vidéo, c'était 4 trucs à savoir sur l'amour, tu vois. Ouais. C'était donc toujours dans la même veine, les trucs à crise, donc le format qui marchait bien. J'avais un salarié à ce moment-là depuis peu, je crois. Ou pas, je sais plus, qu'importe. Peut-être j'étais pas encore en mode salarié. Et voilà, donc du coup, il y avait une marque qui m'avait proposé, c'était la toute première, je crois, parmi les toutes premières. Et donc, c'était l'entreprise, c'était Lovoo, donc un site de rencontre que vous connaissez peut-être. C'est comme Tinder, mais en moins bien, quoi. Pour résumer. Bref, voilà. Et puis, ouais, du coup, je l'ai pas. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Lovoo, du coup. Tout à fait. Surtout pour toi, j'imagine. J'ai j'ai fait la vidéo, ils m'avaient proposé 10 000, je leur ai dit allez, c'est youpi. Et puis surtout à l'époque, même eux ils savaient pas y tester en fait, ils testaient le parti youtubeur et j'ai parlé vraiment 5 secondes max. J'ai une question, si t'avais dit c'est quoi ton prix, est-ce que t'aurais dit 10 000? Je pense pas, non. J'avais aucune notion de ce que ça rapportait. 10 000, je disais c'est pas mal, je sais pas, j'aurais peut-être demandé 3 fois moins, je sais pas, 4 fois moins. Ouais, je sais pas, il m'avait, je me souviens plus exactement, je sais plus. En tout cas, il y a le truc qui était tombé, 10 000 balles. Je fais bon, allez, ok, c'est parti, quoi. Voilà. Surtout que même à l'heure actuelle, encore, quand je fais des OP, c'est 10 000. Donc finalement, le prix n'a pas augmenté. C'est juste à l'époque, en fait, ils ont été peut-être, comme ils savaient pas eux-mêmes ce que ça allait leur rapporter, et voilà, ils ont testé. Et banco, quoi. Et donc voilà, la vidéo avait bien fonctionné. Donc, et puis moi, je l'ai pas annoncé dans la vidéo que j'avais gagné 10 000, mais dans une vidéo qui s'appelle Les EDK où je raconte ma vie d'entrepreneur. Mais en fait, si je l'ai fait, c'est que dès le départ, dans les EDK, je l'avais annoncé, j'ai été clair, je serai transparent. Quand il y aura de la thune, je vous dirai qu'est-ce que c'est. Okay. C'est pas la notion, on s'en fout de la thune, mais j'en parlerai, mais ce sera un élément parmi d'autres trucs, quoi. Tu voulais pas que ce soit un truc à cacher, tu voulais pas que ce soit un tabou dans ta Non, et surtout, en fait, moi, quand les gens ils font pas une chose, j'ai juste envie de faire le contraire, tu vois. C'est le côté un peu impertinent, et donc l'argent, je sais comme si c'était un truc, les gens ils aiment pas en parler, mais je dis je vais en parler. Après, on en parle en off entre youtubeurs, donc c'est juste après, pour pas choquer le public ou ce genre de choses, je me dis. Si je choque, c'est pas grave. Voilà, bon, j'ai choqué de plein d'autres manières, de toute façon, après. Mais est-ce que à l'époque, tu gagnais déjà ta vie avec ton activité ou pas? Ouais. Alors, j'ai gagné ma vie assez rapidement. Tu vois, quand j'ai commencé les trucs à crise, on vous a dit, quand j'ai changé de format, au bout de 6 mois, pour vous dire, j'étais à 1000, 2000 abonnés quand j'ai commencé ça. En 6 mois, j'ai gagné 10 000 abonnés. Donc juste avec la pub YouTube? Alors non, attends, juste en nombre d'abonnés. Après, là, je gagnais 0 de thunes à ce moment-là. Okay. Je faisais juste, comme je t'ai dit, une vidéo par semaine. Donc voilà, ça marchait de plus en plus, de mieux en mieux, de mieux en mieux. L'algorithme me mettait en avant et donc c'était cool, youpi. Et quand j'ai eu 10 000 abonnés, en fait, en l'espace de 2 mois, j'ai gagné 100 000 abonnés. Et là, ça a explosé. Quand j'ai eu 100 000, à ce moment-là, je gagnais. C'était très compliqué à savoir en vrai, mais probablement à peu près un SMIC. Okay. Parce qu'en fait, juste avec la monétisation YouTube. Les pubs. Il n'y avait jamais eu d'OP, ce genre de choses, juste avec les pubs, mais c'était difficile. Peut-être je faisais 1000 à 2000 euros, mais c'était compliqué parce que variable. En fait, je voyais YouTube, il disait ça, mais après, il y avait mon network qui me prenait une partie. Ensuite, moi, j'étais en auto-entrepreneur. T'étais chez un network. Ouais, au tout début. Ça te permet quoi de facturer des pubs un peu plus chères? Aucune idée. Je sais pas à quoi il a servi. Je peux pas te dire en fait. Comme dès le départ, quand j'ai commencé à gagner ma vie avec, je suis rentré dedans parce qu'il m'avait démarché juste avant que ça ne marche. J'ai signé, j'étais engagé sur 3 ans, donc je peux pas te dire ce que ça aurait été différent.
En vrai, je sais pas si ça aurait vraiment changé, Par défaut, à part de pas prendre 30%. Moi, je me méfie toujours des gens qui te démarchent, tu vois. S'ils te démarchent, c'est que forcément, ils ont quelque chose à y gagner qui est probablement plus important que ce que toi, t'as y après, gagné. les OP, c'est le cas, en fait. Il y a des démarches. Moi, j'ai quasiment jamais démarché des OP, des opérations commerciales. C'est eux qui Parce viennent. que pour moi, c'était à ça que servait vraiment un bon network. C'était justement de faire cette relation, de jouer ce rôle d'intermédiaire entre toi et les marques qui te sponsorisent. Bah, non. Non, ils ont pas fait ça. Non, les marques, ils venaient me contacter. T'as plus de network du coup aujourd'hui ? Non. De toute façon, t'as ta propre société, t'as des gens qui... Ouais, voilà, ça sert plus à grand chose. Les networks ont un peu. Je pense que les gens se sont rendus compte que ça servait un peu à rien, donc ils ont été un peu laissés à l'abandon de plus en plus. Je crois que beaucoup de youtubeurs ont créé leur propre network aussi, non ? Bah, peut-être maintenant, ils sont plus puissants que des networks qui gagnent tellement de thunes. Donc, c'est pas étonnant. Mais voilà, donc non, j'ai gagné ma vie assez rapidement. Donc, à titre personnel, c'est-à-dire, je gagnais. Mais c'est difficile à dire, mais probablement à peu près un SMIC, très rapidement. Okay. Quand tu as eu ce premier sponsor, est-ce que ça a débloqué un truc dans ta tête où tu t'es dit waouh, on peut vraiment bien gagner sur YouTube, donc je vais pouvoir peut-être construire mon équipe et être plus ambitieux ? Je pense que ça a dû fuser dans ma tête d'une certaine façon comme ça, ouais. Mais c'était il y a longtemps, c'était il y a peut-être 6-7 ans maintenant, donc difficile à savoir exactement. Mais en gros, ça ramène un gros cash. Tu te dis, qu'est-ce que je vais faire de cette thune ? Et moi, je suis pas le mode dépensier. Tu vois, déjà avant, je vivais avec mes parents, je dépensais pas trop d'argent en fait. Je me dis, j'embauche quoi. Enfin, moi, je me voyais en fait, comme j'aimais bien les jeux de vidéo, les jeux de stratégie, et tu sais, t'as cette notion quand t'as de la thune, c'est de le réinvestir dans ta base pour l'augmenter, pour gagner encore plus. Du coup, j'étais dans cette idée-là d'embaucher pour gagner plus. Et t'avais envie avec ton entreprise, donc t'avais ces démarches, comme tu dis, tu faisais des vidéos, tu racontais ton histoire d'entrepreneur. T'avais cette démarche de vouloir... Est-ce que tu voulais créer d'autres produits que du contenu ? Non. Des vidéos YouTube, c'était vraiment le début de YouTube avec ma chaîne, donc il y avait encore beaucoup de travail à faire. Donc je consolidais en fait les vidéos, même si rapidement je parlais quand même. Je dis ça, mais dans mes vidéos, je parlais aussi d'un roman que je voulais écrire et aussi de jeux vidéo que je voulais créer. Et puis c'était des petits kiffs aussi, des passions ensuite que j'avais parce que j'aimais bouquiner et jouer. Donc faire ce que j'ai toujours aimé faire. Ok. Donc tu as d'autres sponsors, ensuite tu continues ? Ouais, au début il y avait Lovoo et après pendant un moment j'ai rien eu parce que c'était très spécial, mais au bout d'un moment ça commençait à devenir régulier les sponsors. C'est-à-dire on sait jamais quand ça arrive, mais on sait que ça arrive quand même, donc grosso modo on arrive à lisser finalement l'argent que ça rapporte. Et ça rapportait bien parce que en gros, même si j'en avais qu'un tous les mois, tous les 2 mois ou tous les 3 mois, ça pouvait doubler ou tripler simplement mes revenus pub. D'accord. Et est-ce qu'à l'époque tu te dis... parce qu'au début, j'imagine que YouTube, c'est juste une passion, et tu t'es lancé en disant on verra bien. Est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis ok, maintenant, je vais faire plus que ça va être mon métier, j'arrête, enfin je sais pas si à la base, si à ce moment-là, tu étais salarié ou tu avais un job ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que je faisais déjà ? Du coup, je surveillais les enfants dans les écoles, donc je gagnais peut-être 500 balles par mois. Donc ok, t'as arrêté ? Très rapidement. Ouais. Et tu t'es pas dit... Tu as été confiant en fait dans cette idée de te dire ok maintenant c'est mon métier, ou tu t'es dit quand même faut qu'à côté je continue à bosser ou je sais pas ou à faire des études ou... Ouais, avoir un plan B, mais non, le plan B ça me saoulait. Non mais enfin du coup j'avais déjà eu une licence de psycho et puis je trouvais pas de boulot et fallait faire un master ou des machins pour être prof et tout, ça me saoulait Et tes parents ils en pensaient quoi ? Ils étaient inquiets et ils ont su vraiment qu'au dernier moment où je gagnais ma vie, ils ont fait ah d'accord. Ils savaient vaguement que j'avais une chaîne, mais sans plus. Et puis je dis, je gagne ma vie. Maintenant, en plus, d'ailleurs, je vais partir. Je m'en vais, d'ailleurs, puisque je gagne ma vie. Ah, d'accord. Non, mais je résume rapidement la situation, mais voilà, du coup, étonnés, ils se disent, ouais, mais ça va pas durer, essaye de trouver un autre truc. Je fais, on verra. Non. YouTube, je pense que ça va durer. J'étais quand même confiant par rapport à YouTube. Je me dis, c'est un peu comme la nouvelle télévision et ça va devenir de plus en plus fort. Et puis un jour, les YouTubeurs, ils gagneront masse de thunes. Donc, on en parlait dans mon interview à Nice avec Théo, c'est que
on n'a pas le même niveau d'information. En fait, c'est très difficile. Tu peux pas en vouloir à tes parents de s'inquiéter pour toi parce qu'ils n'ont pas le même niveau d'information que toi. C'est-à-dire que pour eux qui ont vécu en plus à une époque où le salariat était roi, eux, ils te voient que tu fais un truc qu'ils comprennent pas forcément, ils savent pas du tout si ça va durer, ils sont pas du tout dans ton univers en fait. Et donc, c'est très difficile pour eux de se mettre à ta place et de comprendre que toi, tu t'es formé là-dessus, que tu as de l'expérience, que tu connais ce milieu, que tu sais que YouTube, ça va devenir un gros truc parce que tu es dedans toute la journée. Ouais. Bref, on n'a pas le même niveau d'information et donc tu peux pas... c'est difficile, tu vois, pour eux de se dire « Allez, vas-y, fonce ». Tu vois, c'est comme, imagine, tes enfants, ils se lancent dans un truc, ils veulent devenir TikTokers, tu vois. Je sais pas, c'est chaud quand même. Tu te dis « Ok, pourquoi pas ?» Mais en même temps, tu vois, t'en sais rien. Ça se trouve, TikTok, ça n'existera plus dans 2 ans. Oui, c'est vrai. Tu vois, moi j'y connais rien sur TikTok, donc par exemple, tu vois, je serais inquiet de me dire, mais attends, TikToker, c'est quoi? C'est tu danses en maillot de bain devant ta caméra et tu fais des vues. Non, mais t'as raison. C'est cette histoire de niveau d'information, ça conditionne tout. Après, ça dépend en fait des gens aussi. Moi, ils ont pas. Mon père, il est pas du tout curieux. Ma mère était quand même un peu plus curieuse, donc du coup, elle regardait les vidéos. Ça a mis très longtemps avant de. Ça a jamais vraiment rentré, même progressivement. Enfin. Tu vois, en fait, moi en plus je suis le mec, je fonce quoi. Dès que j'avais de la thune, j'embauchais, donc je disais ouais, j'ai pris des nouveaux bureaux, bah là j'ai encore plus de salariés. Il fait oh, mais comment tu vas faire pour les payer? Et du coup, c'était toujours la même question qui revenait quand je passais les voir. Et du coup, je dis bah, ça va, t'inquiète. Alors moi je me souviens de l'époque, peut-être il y a 4 ou 5 ans, je sais plus, où tu emménageais dans tes bureaux à Grenoble avec une petite équipe, vous deviez être 3 ou 4, non? C'était pas des bureaux, c'était chez moi. C'était chez toi? C'était mon appart, ouais. Donc c'était à Grenoble, ouais, et puis non, j'avais juste un coloc à l'époque, donc j'avais pas d'équipe, juste mon monteur vidéo dont vous avez parlé, mais c'était rapidement. Après j'ai embauché des gens, mais ça a été dans des bureaux que j'ai loués à côté. Aujourd'hui, tu es une équipe de plus de 10 salariés, tes bureaux, c'est un grand appartement de 200 mètres carrés en plein cœur de Lyon, super beau d'ailleurs. L'évolution a été énorme, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Je suis resté 5 ans à Grenoble, donc c'était un peu la traversée. Il y a eu plein de traversées, mais du coup j'ai essayé de faire les jeux vidéo. Donc je vous avais un peu teasé par rapport à ça. J'avais pris 2 personnes, un graphiste et un codeur. Voilà, au bout d'un mois, la graphiste en l'occurrence, ça l'avait pas fait. J'ai fait des bêtises. Il y a le problème de communication assez compliqué, donc j'ai dit on arrête de bosser ensemble. Fait, ah bon? Du coup, c'était glacial. Bon, ah bon, d'accord. Pourquoi les jeux vidéo Qu'est-ce qui t'a fait dire tiens, je gagne de l'argent avec les vidéos YouTube, mais je veux faire des jeux vidéo? Moi en fait, du coup, vraiment, avant d'être youtubeur, en fait, j'aimais bien créer des jeux vidéo en solo de mon côté. J'avais, tu sais, les éditeurs de niveau, des créateurs de monde, ce genre de choses. J'adorais faire des jeux vidéo. J'aimais bien aussi écrire, d'où le fait que je voulais faire des romans. Il y a un truc dans lequel t'es bon, j'ai l'impression, c'est la création d'univers. C'est un univers un peu fantastique, avec son vocabulaire, ses créatures, son... Ouais, non. Oui, c'est ça. Finalement, les jeux vidéo ou les romans ou quoi que ce soit, même les vidéos, c'est qu'un support pour pouvoir exprimer un peu, je sais pas, ce désir latent de vouloir m'exprimer et de créer des mondes, un peu comme tu le dis. C'est ça. Donc, je me suis dit, je le fais. Et puis, je me dis, ça peut rapporter. Il y a toujours cette notion que moi, j'aime bien faire un truc qui puisse potentiellement être pas utile juste pour moi, mais comme je le crée avec la société, que ça puisse rapporter, que du coup on puisse être bénéficiaire. Au final ça marche pas parce que finalement c'est plus compliqué que prévu, c'est pas impossible mais c'est compliqué quoi. Et puis voilà, mais en tout cas il y a plein de choses à apprendre, donc je fais des trucs avec les gens avec qui je les ai embauchés. Ça a pas trop marché, donc même pas du tout. Il y a eu des bad buzz par rapport à ça, puisque les gens ils s'emballent un peu pour rien parfois sur internet, donc c'était mon premier jeu, Fuse 4. C'était quoi le bad buzz? Ça a été parce que en fait c'était une accumulation de petites choses qui avaient aucun sens entre elles, et les gens ils créent du sens là où il n'y en a pas. C'est l'esprit humain, tu vois. Parfois on voit des visages dans des trucs qui ressemblent à rien, des nuages et tout. Donc là c'était un peu la même chose. En gros j'avais entre guillemets licencié la personne avec qui je travaillais, la graphiste. C'est une rupture conventionnelle mais qu'importe. Donc je me suis mis à faire les graphistes moi-même, puisque j'étais quand même un peu doué là-dedans, mais en même temps j'aime bien faire des choses un peu osées, donc j'ai fait des graphismes bizarres pour le jeu. Les gens je leur montrais des screenshots du jeu, donc ils avaient trouvé ça bizarre. En même temps le jeu était bizarre, le gameplay était un peu mou, la façon dont je communiquais était peut-être pas hyper bien rodée. Bref, au final ça s'est emballé un peu pour rien je trouve, mais au final ça s'est quand même emballé et ça m'est un peu retombé dessus. Il y a mon équipe, elle a pas bien vécu le fait que du coup j'ai un bad buzz, même si au final c'était moi qui étais pointé.
ils avaient un peu pété un plomb aussi du coup sur ça. Et donc du coup le jeu Fuse 4 c'était quand même fait, il est sorti, ça a pas du tout marché, mais on l'a sorti, j'étais quand même content qu'on puisse terminer ça. Vous êtes quand même allé au bout quoi. On est allé au bout. Bref, on est allé au bout, oui. Parce qu'à jusqu'ici, quand je faisais des projets, ça n'allait pas au bout. Quand j'étais en solo, là, je me dis, faut mais que c'est j'aille au dur, bout. hein. Enfin, tu vois, moi, tu me dis demain, créer un jeu vidéo, t'as tout l'argent que tu veux, t'as toute l'équipe que tu veux. Moi, je saurais pas du tout par où commencer. Rien que trouver une idée, tu vois. Bah, ça me paraît beaucoup plus dur que de faire des vidéos YouTube, quoi. Bah, ça l'était en fait, c'est chaud de partout en fait, parce que j'ai essayé de faire un petit projet. Au final, ce petit projet que je pensais faire en 1 mois ou 2, bah, il prenait plus de 6 mois et c'était bien plus long que prévu. Et puis au final, les gens avec qui j'ai bossé, on s'est séparés, même le monteur vidéo. Donc j'ai repris une nouvelle équipe. Moi, j'aurais pu être traumatisé. Et les gens à ce moment-là, ils disaient, ouais, mais Poisson Fécond, c'est terminé. Tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Le gars, sa chaîne, elle va s'effondrer, parce qu'à ce moment-là, en plus, je négligeais la partie vidéo. Je m'étais accroché sur les jeux vidéo comme si ça allait marcher, alors que j'avais aucune certitude. Et puis j'avais un peu laissé tomber. T'as pris un risque, quoi. Bah, finalement, ouais, des risques un peu stupides. Et après, je me suis recentré sur YouTube. Tu regrettes pas quand même, parce que t'as appris des trucs? Non, en fait, je peux pas regretter, parce que si j'avais pas fait ces erreurs, je les aurais fait autrement, d'une autre façon, plus tard. Ça t'a permis d'apprendre, quoi. Ouais. Bah, en fait, du coup, pour reprendre la métaphore des jeux vidéo, tu sais, quand tu fais un jeu vidéo, tu passes le premier niveau, le deuxième, etc. Mais parfois, t'échoues, t'as des game over, et tu vas pas dire, oh, j'ai perdu, j'arrête. Non, tu recommences le niveau. Et là, c'est un peu la même chose finalement. Et t'apprends des choses. C'est juste dans la vie, c'est plus douloureux. Ça peut te coûter de l'argent, du temps et des ressentiments. J'imagine que ça t'a coûté cher aussi financièrement, parce que devoir licencier des gens, ça coûte cher. Bah, le licenciement, pas tant que ça. Enfin, ça coûte un peu, mais au final, c'est la fait d'avoir travaillé avec des gens et que le projet n'a pas abouti. Ouais, vous avez dû investir de l'argent dedans et tout. Ouais, voilà, c'est ça. Par exemple, Fuse 4, c'était, si t'arrondis, c'est autour des 50 000, je crois. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Mais c'est pas grave, parce qu'après, j'ai fait d'autres jeux. Ok, donc premier projet, Fuse 4, échec. D'autres projets? Bah, en gros, ça se résumait à 2 choses pour arrondir les trucs. C'est qu'il y avait la chaîne YouTube d'un côté qui continuait toujours à grandir. On faisait des vidéos, on était réguliers. Là, j'ai essayé de consolider, j'ai rembauché des gens, je leur ai bien appris comment faire. Et là, du coup, c'était mon monteur actuel, Eric, avec qui je bosse encore. Et du coup, je me dis, toutes les erreurs que j'ai fait avec Félix, je vais pas les reproduire. J'ai essayé d'embaucher quelqu'un qui était motivé par la chose. Je lui ai bien appris comment faire. Je me suis dit, ne fais pas son travail. C'est-à-dire, quand il fait un truc, il se trompe, qu'à la fin, il a fini la vidéo, mais qu'il y a plein de trucs qui vont pas, je vais pas faire comme avec Félix. Ouais, pousse-toi, je passe plusieurs heures à tout refaire. C'est un truc de ouf. Enfin, je refaisais pas tout, mais tous les petits détails, je les refaisais moi-même. Et au final, en fait, frustration de tous les côtés. Tu passes moins de temps sur les vidéos. Ouais, mais je me dis que quand t'embauches quelqu'un, j'ai lu des bouquins aussi, je me suis un peu formé pour apprendre comment bien déléguer. Tu dis, quand t'embauches, c'est pour ça, toute ta question aussi, ouais, mais c'est compliqué de bien déléguer, le travail, il est pas bien fait. S'il est pas bien fait, c'est que tu l'as pas bien formé ou que la personne est pas appropriée pour le poste. Point. C'est ta responsabilité dans tous les cas. Ouais, c'est ça, en fait. Moi, je suis du genre à prendre toujours mes responsabilités dans le sens où s'il y a une erreur, même si ça peut incomber à plusieurs personnes, en soi, c'est quand même moi le patron. C'est moi qui les embauchais, qui les payais, qui pouvais les former. Et si je l'ai pas fait, c'est mon problème. Ok. Et du coup, voilà, je l'ai bien formé. Du coup, j'en étais satisfait. J'ai mis plusieurs mois. Et du coup, à chaque fois, quand la vidéo était terminée, c'est bête, mais je me mettais avec lui. Je dis, OK, on va faire le visionnage ensemble. Et à chaque fois qu'il y a un truc, je vais pas toucher la souris. Avant, je touchais la souris. Je dis, je faisais un truc à sa place. Je ne touche plus. Du coup, c'était dur. Je mettais la main là. Je dis, ouais, là, ça va pas. Du coup, faut être aussi diplomate. Parce que tu voulais que le gars monte les vidéos. Parce que toi, tu étais déjà un bon monteur vidéo. Moi, je savais tout faire de A à Z. Tu voulais que le gars les monte comme toi, avec ton style à toi. C'est ça aussi la difficulté. Donc avant, entre les deux, c'est pas genre j'ai embauché direct. Pendant plusieurs mois, je me suis remis à monter et j'ai noté comment je montais moi-même. Je me suis chronométré. T'as fait des procédures. Des process, c'est ça. Je faisais des procédures. J'ai tout mis dans un gros document. Comme ça, quand il était embauché, je dis tiens, t'as le document et voilà, tu t'y refaire pour faire la vidéo. Et au bout de plusieurs mois, il a su bien les faire et il travaillait aussi vite. Donc tu penses qu'au départ, t'étais meilleur monteur vidéo que le monteur que t'avais embauché? Bah, je les ai formés en fait. C'est-à-dire qu'ils avaient des bases en montage. Mais et pourquoi tu t'es pas dit, tiens, je vais déjà prendre une star du montage vidéo, quelqu'un qui s'est formé depuis 12 ans, non? Personne ne sait monter des vidéos comme Poisson Fécond. En plus, c'est ça aussi. Parce que du coup, il y a la patte de la personne. Chaque monter des vidéos pour YouTube, c'est pas pareil que monter des vidéos pour un documentaire ou pour un film. Enfin, chaque style, j'imagine, est différent, demande des compétences différentes. Non, mais en plus, c'est bête. Enfin, je dis ça, mais en fait, c'est venu aussi progressivement. C'est-à-dire que je fais les entretiens et du coup, il y a des tests de compétences où je leur dis voilà une vidéo Poisson Fécond. Je leur donne juste le rush. Faites une vidéo comme ce que je fais moi. Et du coup, au final, ça allait. C'était bof, quoi, tu vois. Au mieux, c'était bof. Donc après, tout se jouait au niveau du feeling avec la personne et est-ce qu'elle était prête à apprendre et
mais il fallait bien la mouler en fait à son style. Parce qu'après, oui, comme il y a plein de youtubeurs, donc il y a plein de styles différents, et la personne, il y a une notion d'apprentissage, quoi. Beaucoup donc, plus qu'avec un rédacteur. Même quelqu'un qui n'est pas super calé en montage vidéo, tu peux vraiment faire un bon monteur vidéo en passant du temps à lui enseigner tes méthodes. Là, je me suis dit, la personne a bien appris le montage. Toutes les autres personnes, elles avaient zéro compétence en montage. Parce que j'ai formé d'autres monteurs vidéo, moi ou d'autres personnes de mon équipe, et elles savaient pas monter. C'est-à-dire, elles n'avaient jamais touché un logiciel de montage, mais du coup, elles avaient quand même le goût à le faire, etc. Donc, on les a formées, et maintenant, elles fonctionnent très bien, et elles bossent bien. C'est juste, le montage, ça s'apprend, en fait. Comme tout, en fait, mais finalement, le montage, c'est pas si long que ça. Quelques mois, en fait, de travail, et tu commences à être performant, quoi. Et c'est super. C'est bien qu'on en parle un peu, parce que c'est quand même... si tu veux faire des vidéos YouTube et être un gros youtubeur, le montage c'est quand même une des pièces les plus importantes. Ça se ressent. Il faut que ce soit, ça se ressent. Si c'est un montage de quelqu'un qui n'est pas qualifié, il faut que ce soit rapide, efficace, qu'il y ait un rythme, que ce soit, je sais pas, que tu vois, il y a les zooms au bon moment, les dézooms, les images qui apparaissent avec le petit bruit qui va avec. Enfin, tous ces petits détails en fait, on n'y pense pas forcément. Mais si tu veux être considéré comme un professionnel sur YouTube, c'est super important, quoi. C'est presque aussi important, enfin c'est même plus important, je pense, que la qualité de l'image, la qualité de la caméra, du son, etc. Peut-être. En tout cas, c'est très important. D'un point de vue extérieur, parce que moi, je me considère pas comme un youtubeur, tu vois. Donc c'est un monde que j'observe avec des yeux extérieurs, et c'est le sentiment que j'ai. J'ai l'impression que le youtubeur qui fait 2 millions de vues, la différence entre lui et le youtubeur qui fait 2000 vues, c'est pas forcément dans la qualité du contenu, même si ça joue énormément, dans le discours, c'est ça que je veux dire, mais c'est aussi énormément sur la forme, sur le rythme du montage, sur l'efficacité, la rapidité. Ça joue beaucoup sur ces détails-là, et donc c'est des choses, si on veut devenir un gros youtubeur, c'est des choses qu'on peut pas négliger, je pense. C'est important de ne pas le négliger, je pense aussi. J'aimerais qu'on continue un peu. Donc, tu lances ton premier jeu vidéo. Parallèlement, tu embauches de nouvelles personnes pour faire du montage vidéo. Donc, j'imagine que YouTube, c'est ce qui met le pain sur la table. Et avec ça, justement, est-ce que tu te lances dans d'autres projets externes ? Non, jeux vidéo, du coup, ça prenait déjà toute la thune, quoi. D'accord. Et au final, j'avais plus de thunes à la fin du mois, quasiment. Donc, j'étais toujours un peu charrette. Toutes les OP, en fait, elles partaient là-dedans. Donc, moi, toute la thune que j'ai pu gagner avec YouTube, j'en ai jamais, entre guillemets, vraiment profité à titre personnel. Même si c'est ce que je voulais te demander aussi. Je me privais pas spécialement. Est-ce qu'il te reste de l'argent à la fin de tout ça, quoi, une fois que tu as payé le loyer, les salariés, les investissements et tout ? Ouais, quand même, oui, mais j'ai appris quand même à savoir quand même ne pas dépenser plus que ce que je gagne. Okay. Mais c'était pas toujours. Parfois, c'était limite, et parfois, j'embauchais plus de personnes. Et au final, je dis, en fait, là, s'il y a plus d'OP, il y a toujours des OP. C'est une question plus personnelle, tu vois, mais à titre personnel, est-ce que tu as envie sur long terme vraiment de t'enrichir, ou est-ce que juste ça t'intéresse pas ? Est-ce que tu veux c'est juste monter un gros truc ? Là, tu veux monter un gros truc pour ensuite pouvoir t'enrichir ? Non, mais j'ai jamais vraiment pris de vacances depuis que j'ai commencé ma chaîne. Les vacances max, ça devait être une semaine, tu vois. C'est pas grave, en fait, du coup, je peux prendre c'est bien de prendre plein de semaines et tout, mais j'ai même pas vraiment voyagé, c'est con, mais j'ai pas dépensé ma thune pour des besoins personnels, ou très très peu. Si tu compares, tu vois, genre j'ai un compte Amazon machin premium, si je veux un truc, je l'achète direct. Moi, le Père Noël, il n'y a pas de Père Noël, c'est moi le Père Noël. Donc j'achète tout ce que je veux, mais j'en profite pas spécialement, j'achète pas forcément de fringues, etc. Mais qu'importe après, du coup, mais je fais pas des gros voyages, j'ai jamais vraiment voyagé au-delà de l'Europe. Et même parce qu'en fait, ce qui t'amuse le plus, c'est ta boîte. Ouais, c'est ça. Après, voilà, en fait, moi, le fun, je le tire en fait à créer des projets, créer des vidéos, des jeux vidéo, avoir une équipe, et du coup, c'est comme une sorte de management, comme un jeu vidéo de management. En gros, du coup, tu vas gérer, tu la fais grossir. C'est ça un peu moi qui me fait kiffer, ouais. Ok. Est-ce que tu as lancé d'autres produits depuis, ou est-ce que tu envisages de lancer d'autres types de produits ? J'ai fait d'autres jeux vidéo, donc après avec une nouvelle équipe. Donc en parallèle des jeux vidéo, récemment là en fait j'ai fait une masterclass, une formation. Du coup j'apprends aux personnes à réussir sur YouTube. Réussir, ou en tout cas avoir des bonnes bases sur YouTube, parce que réussir c'est peut-être un grand mot. Mais voilà, j'apprends ça m'intéresse, j'ai envie qu'on en parle un petit peu, parce que tu me disais en off que tu voyais pas forcément de gros youtubeurs lancer des formations parce que c'est un peu un sujet touchy, parce que ça pourrait être mal accueilli par leur audience. Tu citais des exemples, Mad Podcast, etc., où c'est mal passé.
Et moi, alors, encore une fois, je me considère pas comme youtubeur. Moi, je viens du monde du marketing et des blogueurs, etc. Je viens pas du monde des youtubeurs, donc pour moi, ça a été plus simple. Moi, je gagne ma vie en lançant des formations. Mais moi, j'avais plutôt le sentiment que c'était possible et même que c'était une bonne manière de faire les choses. Parce que, je sais pas, je prenais comme exemple Casey Neistat, tu vois, qui est un youtubeur américain qui s'est fait vraiment connaître en faisant des vlogs extraordinaires, techniquement super, tu vois. Et lui, il a fait plein de produits sponsorisés, de placements de produits, etc. Enfin, pas plein, mais il en a fait quand même pas mal. Et je me suis toujours dit que si ce mec-là a lancé une formation qui s'appelait Comment faire des vidéos comme Casey Neistat, où il parle de ses techniques de vlogging, du matériel qu'il utilise, de comment il pense une histoire, comment il prépare une vidéo, je suis sûr que ça cartonnerait. Moi, j'aurais été le premier client, tu vois, il aurait pu vendre ça à 500 balles, j'aurais acheté direct, tu vois, j'aurais pas réfléchi une seule seconde. Et je pense que ça aurait pu être bien accueilli parce que le mec a une putain de légitimité, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas Joe Clodo qui fait 100 vues sur YouTube et qui demain s'improvise formateur YouTube. Ouais. C'est un gars qui a vraiment dominé son marché, qui est arrivé avec une créativité exceptionnelle pour faire quelque chose de radicalement différent. Et donc finalement, il y a plein de gens qui vendent des formations sur comment faire des vidéos comme Casey Neistat, mais si c'était lui-même qui les faisait, je pense que ça cartonnerait. Et je pense que ça pourrait être bien accueilli parce que, alors après, tout est une question de communication, mais tu vois, s'il s'exprime en disant que il a voulu mettre tout son savoir-faire là-dedans, que c'est une formation, c'est pas forcément une formation pour tout le monde et que tout le monde peut pas devenir youtubeur, mais que c'est une formation pour les gens qui ont envie d'apprendre à faire des belles vidéos comme lui, que ce soit pour leur famille, pour leurs amis, etc. Oui, il gagne de l'argent avec, comme toi tu le dis, tu vois, qu'il assume. Mais que derrière, il a un projet, il a une entreprise qui monte, tu vois, il a une famille, etc. Tout ça, à mon avis, ça pourrait être bien accueilli. Alors après aussi, c'est le marché américain, c'est différent, pas tout à fait la même mentalité qu'en France. Mais du coup, je voulais savoir si toi, quand tu as lancé ta masterclass, est-ce que ça a été bien accueilli? Est-ce que tu as eu peur avant de la lancer que ce soit mal accueilli? Et est-ce que tu penses que c'est une bonne idée pour un youtubeur de faire ce genre de choses? Ouais, peut-être, pourquoi pas, pour ta Casey Neistat, du coup, ça pourrait être un produit intéressant. Une dernière chose, après je te laisse répondre, mais juste je trouve que c'est tellement tu vois, c'est de la vraie valeur, tu vois. T'es un youtubeur, alors évidemment t'apportes déjà de la valeur dans tes vidéos, mais c'est tellement plus de valeur pour ton audience de faire de la formation et de partager ton expertise que de faire un placement de produit pour NordVPN ou un truc qui va pas forcément être très utile pour les gens, tu vois. Et c'est dommage, je trouve ça vraiment dommage que les youtubeurs s'empêchent de le faire, mais alors que vraiment, là pour le coup, t'as l'opportunité de vendre un truc qui apporte de la vraie valeur pour ton audience, tu vois. Il y a aussi Red Shadow Legend qui sponsorise pas mal aussi. Ouais. Mais oui, après c'est différent, c'est pas le c'est pas le même temps de travail déjà, hein. C'est parce que, oui, bien sûr, c'est du NordVPN ou je sais pas quoi, du coup moi ils vont me payer par exemple 10 000 € et moi je vais passer en tout et pour tout 5 minutes. Maintenant, comme j'ai des gens avec qui je délègue ça, je passe 5 minutes, j'ai 10 000 balles. Fin. Et c'est pas 5 minutes, non, je passe vraiment 5 minutes, c'est tout. Et du coup, tout le reste, j'ai assistant, commerciaux, tout ça. Mais la formation, je suis obligé de la faire moi-même. Du coup, comme j'ai fait la masterclass, je peux m'en rendre compte, c'est que le temps de travail est juste infiniment plus élevé. Est-ce que ça rapporte plus ? Peut-être pas, je sais pas. Est-ce que ça rapportait plus ? C'est vrai que les formations, ça peut bien marcher, mais en vrai, du coup, c'est une expertise nouvelle à apprendre et il faut avoir envie de l'apprendre. Toi, du coup, ça fait longtemps que tu es là-dedans, mais en fait, il y a tout un tas de process pour pouvoir faire de la thune dedans, en fait. Et je me rends compte parce que la masterclass, je l'ai lancée, ça m'a pas rapporté tant de thune que ça, tu vois. Mais après, tu l'as lancé, ce que tu me disais en off, c'est que tu l'as lancé un peu de manière confidentielle. Ouais, t'as pas fait une vidéo sur ta chaîne pour en parler. On va pouvoir parler des chiffres, si tu veux, mais c'est ça, j'ai pas fait de vidéo sur ma chaîne, mais quand même, en gros, sur la chaîne, c'était un tunnel de vente, c'est-à-dire que je fais une petite vidéo pour attirer les gens, ensuite, les gens, s'ils veulent avoir plus de détails, ils donnent leur mail, ensuite il y a une série de mails et à la fin il y a la masterclass. Okay. Donc voilà. T'avais combien d'abonnés à ta liste email? Quelques milliers, 5-10 000 max. Ça doit être dans les 5 000. C'est pas beaucoup, genre. Moi j'en ai plus que toi, alors qu'il y a infiniment moins de gens qui me connaissent moi que toi, tu vois. Ben oui, mais finalement les gens ils s'en foutent en fait, c'est aussi ça. Ouais. Mais c'est juste toi, t'as une niche, les gens ils viennent, des abonnés s'adressent à cette niche. Mais moi, vendre ma formation sur YouTube, ça n'a rien à voir avec les vidéos que je fais. Donc au final, sur après 2 millions de personnes, même si tu prenais 100 personnes de toi, de tes abonnés, il y en aura peut-être beaucoup qui vont être carrément intéressés par tes produits. Ce que tu veux dire. Moi, sur les 100 Ils abonnés, viennent pas sur ta chaîne pour se former à YouTube. Il y en a même pas un en fait sur les 100. Donc au final, certes, il y a beaucoup, mais c'est pas des abonnés qualifiés pour leur vendre des produits de ce type. Et je le testais parce que moi, en fait, c'est depuis tout le temps quand même, je voulais faire pas tout le temps, mais
vendre des formations, en fait, je trouvais ça excitant et stimulant parce que il y a la notion en fait d'enseignement aussi, du coup une continuité de la chaîne. Et au final, je l'ai pas fait parce que du coup, j'avais aussi peur un peu du bad buzz, que je voyais Matt Podcast et tout qui s'était foiré. Mais en même temps, est-ce que c'est la même cible? Est-ce que c'est la même personne? Est-ce Après, que c'est la même... faut préciser pour les gens qui connaissent pas l'histoire de Matt Podcast. Il a plagié des youtubeurs américains, mais c'était vraiment du plagiat, c'est-à-dire qu'il a traduit mot à mot leur sketch. Il l'a fait ensuite en France, ça a été découvert. Il s'en est pris plein la gueule à cause de ça. Bon, après, moi honnêtement, je trouve que c'est un peu fort parce que le mec avait quoi, 18 ans, 20 ans, tu vois. À 20 ans, tu peux en faire des conneries, tu vois. Ça mérite pas forcément le shitstorm qui s'est pris dans la gueule, mais en même temps, du coup, c'est un bon exemple. Les gens vont comprendre qu'il faut pas faire ça, tu vois. Et du coup, c'était compliqué pour lui de continuer sur YouTube et il a lancé une formation pour devenir youtubeur après ça. Mais donc forcément, on peut pas ignorer ça. C'est pas à cause de la formation qu'il s'en a pris plein la gueule. C'est parce qu'il sort une formation après avoir été justement l'exemple de ce qu'il faut pas faire quand t'es youtubeur. Tu vois. C'est vrai, oui, c'est ça. Oui, Matt Podcast, c'était vraiment le cas d'école à pas suivre parce qu'il y a plein d'erreurs du coup. Mais malgré tout, du coup, tu te dis, ouais, peut-être que du coup, gros youtubeur, en fait, les gens, ils ont ça un peu en toile de fond et donc du coup, si tu fais un truc pareil, ça va te poursuivre et ça va les gêner. Au final, je l'ai fait. Je me suis dit, bon, ça va. J'avais aussi l'espoir que ça puisse rapporter pas mal et donc je le lance quand même. Ça me demande quand même beaucoup de travail. En plus, moi, comme je suis perfectionniste, et ça se voit un peu comme dans les vidéos, c'est que j'ai passé beaucoup de temps sur cette formation, beaucoup plus qu'une formation normale. Elle faisait à peu près 9 heures de contenu, et puis c'était des vidéos léchées avec plein d'interventions. C'est pas genre un plan séquence où je filme mon écran et c'est réglé. Parce que je retourne, il y a des presque aussi bien montés que les vidéos classiques, et ça fait 9 heures. Bref, c'était très long. Et voilà. Je sais plus au niveau des autres questions que tu avais posées, mais du coup, je suis quand même content d'avoir fait cette masterclass. Combien tu l'avais vendue, cette formation? Au tout début, du coup, elle est à 69 euros. Ok, c'est vraiment pas cher. C'est pas cher, mais en fait, pour te pour donner une formation de 9 heures. Non, mais en fait, c'est un prix psychologique. On a testé, on a essayé de la vendre à 200 euros. D'accord. Donc, on se dit 200 euros, par rapport au travail qu'on a investi, on se dit, ça va, c'est pas ouf. Et au final, ça n'a pas du tout marché. Il y avait une offre à durée limitée où c'était 200 euros et vous l'achetez quand vous voulez. Ouais, du coup, on dit la formation à 200 euros et pendant, je sais plus, une semaine, genre, elle a à moins 25%, donc 150 euros. Et du coup, genre, il y a eu presque pas de vente en fait. Comparé aux gens à qui on s'est adressé, ça n'a pas du tout marché. Et du coup, en discutant avec d'autres personnes, on pense qu'en fait, c'était le prix psychologique qui a été dépassé. Parce que tu peux tu peux faire 30 heures de formation si tu veux. Si les gens, ils estiment que cette formation, elle vaut pas plus que ça, Après, c'est aussi une question de marketing, tu vois. Ouais, peut-être. Et c'est vrai que toi, c'est pas ton expertise de première. Ouais. Et c'est un truc qui s'apprend. Enfin, il y a plein de méthodes qui s'apprennent. Moi, je me suis énormément formé dans ce domaine-là. Et mes premières formations, je galérais aussi. Alors, c'était pareil, je passais beaucoup de temps dessus et j'en vendais pas beaucoup. Et en fait, avec le temps, j'ai appris justement à passer moins de temps sur les formations, à me concentrer sur les méthodes et pas forcément sur la forme, pour justement les faire plus rapidement. Aujourd'hui, je sors une formation toutes les 2 semaines à peu près. Ouais, t'avais fait une vidéo où t'expliquais le process. C'est ce que j'appelle des petits produits, tu vois. C'est pas des formations de 9 heures, hein, c'est des formations d'1 heure et demie, 2 heures. Mais pareil, toi, tu as un objectif, c'est que la personne atteigne un résultat précis pour chaque formation. Et après, je la vends, la formation. C'est-à-dire que je fais une semaine où j'envoie des mails tous les jours, tu vois, parce que moi je crée du contenu par mail, donc les gens qui me suivent, ils sont tous abonnés à ma liste email. T'en fais la promo dans chaque fin de vidéo. C'est ça, j'en parle tout le temps. Et donc j'ai presque 30 000 abonnés à ma liste email. Et donc donc les gens, si tu veux, chaque jour, ils reçoivent un email qui va leur parler de la formation, leur donnant de nouveaux arguments, une nouvelle approche. Il y a une promotion qui est assez importante. Tu vois, les formations sont lancées à 79 euros. Et au bout d'une semaine, ils atteignent leur prix définitif qui est de 199 euros. Et c'est vrai qu'au bout de quelques années, mais c'est pareil, c'est comme toi avec les vidéos, c'est-à-dire qu'au début c'était difficile, et puis au bout de quelques années tu te retrouves à les faire assez rapidement, et elles sont vraiment optimisées pour YouTube et ça cartonne. Ou alors la partie où t'embauches des gens. Où t'embauches des gens, c'est ça. Mais c'est vraiment pareil, tu vois, c'est vraiment, j'ai lancé plus de 130 formations, c'est vrai qu'au bout de quelques années, une formation, je peux passer littéralement une demi-journée dessus, ou une journée peut-être si on compte l'argumentaire de vente, une journée dessus et faire 15 000 euros de vente la semaine suivante, tu vois, avec une formation d'1 heure et demie. Et pourtant, j'ai pas du tout ton audience. Et c'est juste que, voilà, tu vois, je pense que si on se concentre vraiment sur un business model et qu'on essaye vraiment de voir jusqu'où on peut aller avec ça,
on peut atteindre, et je pense que ça peut être pareil avec d'autres business models, hein. Je dis pas que les formations c'est le seul business model qui existe, mais on peut atteindre des niveaux assez importants. Et moi c'est vrai que je trouve ça toujours un peu dommage que des youtubeurs qui m'inspirent se limitent au même business model qui est le sponsoring et la publicité, alors que parfois ils ont une vraie valeur intrinsèque super importante qui pourrait transmettre. Il y a Tipeee aussi. Ouais, il y a Tipeee, mais c'est pareil, c'est limité. Non, mais je suis d'accord, mais du coup, finalement, ça résume, j'ai quand même le sentiment, en discutant avec toi, du coup, que ça résume bien la chose, c'est que c'est une expertise. C'est pas, contrairement au sponsoring, aux OP, à Tipeee, ça demande rien en temps, ça demande rien en expertise. Tu fais le truc en 2-2 et ça te rapporte de la thune, si tu l'as bien fait et que les gens sont sensibles à ça. C'est vrai. Et c'est pas forcément ce que tu as envie de faire aussi. C'est faire des vidéos expertise, par exemple, embaucher des gens et avoir une entreprise d'expertise deuxième, et troisième, faire des formations. Enfin, c'est un truc qu'il faut apprendre et ça demande beaucoup de temps. C'est ce que tu dis. Donc en fait, c'est pour ça que je comprends, parce que toi, du coup, tu gagnes toute ta thune et que t'en fais beaucoup plus que des mecs avec beaucoup plus d'abonnés. Mais t'as acquis cette expertise, et probablement que quand t'acquiers cette expertise comme des talents ou des compétences dans un jeu vidéo, sans doute que c'est un truc qui est beaucoup plus lucratif que plein d'autres trucs, mais il faut avoir envie de le faire, il faut vraiment se mettre en mode marketing, etc. Donc c'est plein de compétences transversales. Et moi par exemple, moi je sais pas faire des vidéos YouTube comme tu l'as fait, tu vois. Je suis incapable de faire 500 000 vues sur une vidéo YouTube, je sais pas faire. C'est un autre type d'expertise du coup. Voilà. Exactement. Et souvent youtubeur, tu peux te transformer un peu en homme orchestre, surtout au début où t'as pas d'équipe justement, où tu gères un peu tout et ça peut être très difficile. J'aimerais bien qu'on parle un peu d'argent justement et de YouTube. Je sais que c'est toujours un sujet qui peut créer un peu de malaise. Moi c'est tabou, je préfère pas en parler par contre, donc je vais partir. Je sais que toi t'es à l'aise avec ça et ça me fait plaisir de rencontrer un youtubeur qui est à l'aise avec ça. Et de pas avoir l'impression, parce que tu vois les mecs comme moi souvent les youtubeurs ils aiment pas, ils disent ouais c'est du marketeur, c'est pas bon, alors que tu vois moi j'ai des clients qui sont formés avec moi, qui ont pris leur liberté, qui ont monté leur activité avec moi, donc on n'a pas la même approche, et moi ça me fait plaisir de pouvoir discuter avec un youtubeur comme toi qui est ouvert d'esprit là-dessus. Et justement j'aimerais qu'on parle un peu de ce tabou qu'ont les youtubeurs pour l'argent, de cette pression qu'ils peuvent subir aussi de la part de leur audience vis-à-vis de ça. Et tu me dis qu'ils en parlent rarement face à leur audience, mais qu'ils en parlent beaucoup en off entre eux. Est-ce qu'il y a justement, il y a des choses à savoir? Tu me dis que les gros youtubeurs aujourd'hui gagnent beaucoup d'argent avec. C'était pas le cas, je pense, il y a 10 ans. Comment ça a évolué? Comment ça marche en fait? Parce que j'y connais rien moi. L'argent avec les publicités? Pardon. L'argent avec les pubs? Ouais, un peu tout ça. Comment ça fonctionne aujourd'hui? Comment, quand t'es un gros youtubeur, est-ce que tu gagnes beaucoup? Est-ce que tu gagnes pas beaucoup? Comment tu gagnes de l'argent? Le processus est... enfin, pas le processus, mais comment ça s'est déroulé, c'est que YouTube, au début, il n'y avait pas de pub. C'est toujours bien pour attirer les gens, et au bout d'un moment ils activaient la monétisation. Donc là c'est comme ça qu'on s'est rendu compte que les youtubeurs ils pouvaient gagner leur vie, voire très bien pour les plus gros. C'est un peu comme partout en fait, on est toujours attiré par les étoiles, mais c'est comme au foot, tu te dis lui il a gagné 5 millions d'euros, ouais mais bon, pour combien qu'il gagne rien? C'est un peu comme c'est un peu un métier de... C'est un peu comme vouloir devenir Michael Jackson dans les années 80 quoi. C'est un métier une minorité qui gagne très bien et beaucoup qui galèrent. Oui, c'est ça, c'est un métier de star, ou je sais pas, un métier d'artiste d'une certaine façon, quoi. Mais ouais, comme partout, comme dans plein d'autres aspects, mais en tout cas, YouTube est rentré aussi là-dedans. Donc en fait, c'est con, mais vous faites une vidéo, du coup, tu fais ta vidéo, toi, t'actives pas la monétisation. J'ai activé il y a peu de temps parce que tout le monde me dit que ça influe sur le référencement des vidéos. Mais pour l'instant j'ai pas vraiment vu de différence. Ma chaîne n'a pas explosé. Je sais pas, c'est une légende, mais ça n'est pas confirmé, et comme je suis en contact régulièrement avec YouTube, à chaque fois ils me démentent ça, ils me disent ça n'a pas d'impact. Mais après, je me dis, il peut y avoir des trucs auxquels on pense pas forcément. Par exemple, j'ai pensé à un truc tout bête, je me suis dit si par exemple la personne qui veut voir ta vidéo se tape une pub d'1 minute avant ta vidéo, tu vois. Bon, je sais pas si elle dure 1 minute, mais genre 25 secondes. Moi j'ai YouTube Premium, donc je les vois pas, tu vois. Genre il se tape je sais pas 30 secondes de pub. Après, ils vont pas vouloir quitter ta vidéo au bout de 10 secondes. Parce qu'ils se sont dit, je me suis tapé 30 secondes de pub, faut que je les rentabilise, faut que je regarde un peu la vidéo. Il y a un effet d'engagement. Il peut y avoir un effet sur l'engagement et sur le taux de rétention. Oui, mais il peut y avoir aussi un effet de fuite. Ce qui fait qu'au final, ça s'équilibre. Il y a tellement la pub sur toutes les vidéos maintenant que je sais pas si les gens s'en rendent même compte en fait que tu as activé la pub ou que tu l'as désactivé. Je sais pas du tout s'ils ont fait des chiffres là-dedans ou pas. Donc je me dis en fait peut-être que YouTube pas activé. Ouais. Je me dis peut-être que YouTube non, en effet ils favorisent pas les vidéos qui activent la pub, mais que la pub favorise les gens à regarder plus longtemps de la vidéo, tu vois. Peut-être, oui, peut-être. Ouais, par un biais psychologique, peut-être, ouais. Mais donc voilà, tu t'actives en fait une petite coche, et après tu choisis où tu mets des pubs éventuellement dans ta vidéo, et puis tu te mets en partenaire avec YouTube quand tu as un certain nombre de vues atteintes, et puis tous les mois, YouTube te fera un chèque s'il dépasse 50 balles. Un truc. Et les gros youtubeurs aujourd'hui, ils sont plus dans leur chambre, ils ont des studios, des équipes. Bon, en vrai, la plupart du temps, non, pas la plupart du temps, il y en a encore beaucoup qui sont
dans leur chambre, ou en tout cas chez eux, parce qu'il y a cette notion, la plupart des youtubeurs sont des artisans, dans le sens où, moi je suis plus artisan, dans le sens où du coup j'ai une équipe et j'ai délégué une très grosse partie du taf, mais la plupart des youtubeurs, ils aiment bien tout faire de A à Z, et au mieux ils vont avoir des monteurs, mais généralement le monteur ça va être l'étape voilà, éventuellement assistant, mais il y a très peu qui vont avoir par exemple des rédacteurs ou des personnes qui vont écrire des scripts pour eux, parce que c'est encore une étape encore plus chaude à passer en fait. Là tu deviens plus youtubeur, tu deviens entrepreneur. Et entrepreneur et youtubeur c'est pas pareil. Être un youtubeur c'est pas entrepreneur. Entrepreneur c'est celui-là qui va, je sais pas, il va entreprendre, ou en tout cas il va embaucher des gens, ou il va faire des projets. Bref, c'est pas pareil. Mais du coup, plus chef d'entreprise dans la notion où tu embauches des gens. Mais voilà, donc tu actives la monétisation, et puis voilà, grosso modo, moi c'est à peu près ce que je retrouve, c'est pour 1000 vues, dans mon cas en tout cas, tu vas toucher grosso modo 1 ou 2 euros maintenant. D'accord. Tu vois. Et comme je fais à peu près 10 millions de vues par mois, en moyenne, du coup ça me fera entre 10 et 20 000 euros, quoi. Juste avec les pubs. C'est quand même pas mal, ouais, juste avec les pubs. C'est bien, mais quand t'as plein de salariés, en fait, ça coûte vite. Parce qu'un salarié, ça va te coûter 2000 ou dans les trucs comme ça, en tout compris pour. Mais aujourd'hui, c'est plus les pubs, c'est plus la monétisation YouTube, c'est plus le canal principal pour les youtubeurs de revenus. Si, je pense que si. En fait, il y a 3 canaux principaux. Il y a ça, il y a les OP. 4 peut-être. Bref, il y a ça. Les OP, ça rapporte beaucoup plus, non ? Oui, ça rapporte plus. Si tu veux, je te donne les chiffres. Attends, il y a les OP, il y a Tipeee pour certains youtubeurs, et puis il y a la vente de goodies, de t-shirts, etc. Donc la boutique. Ouais, grosso modo, une OP, ça rapporte pour une vidéo. Tu vois, si ta vidéo, t'as fait 1 million de vues. Grosso modo, tu peux avoir, admettons, 1000 euros ou 2000 euros. Une OP, sur ces 1 million de vues, elle pourrait, si tu la négocies bien, te rapporter 10 fois plus, tu vois, entre 10 et 20 000 euros. D'accord. Sauf que des OP, t'en fais pas toutes les vidéos. Et parce le merch, qu'il y a pas... genre vendre des t-shirts, des mugs et tout, ça... Je sais pas du tout, moi j'ai pas... Je sais qu'il y a des youtubeurs américains qui gagnent beaucoup d'argent avec ça. Après, en France, je sais jamais trop, c'est moins connu, tu vois, mais... tu sais, les youtubeurs américains, là, insupportables, comment ils s'appellent? C'est les frères, là. Comment ils s'appellent? Putain, j'ai oublié. Bref. Ça me dit rien, je vois pas c'est qui. Mais si, putain, ça m'énerve. Les mecs, là, l'espèce de bro, là, tu sais. Tu vois pas? Bon, tant pis. Ah, non. Ils ont pas la même chaîne en commun. Non. C'est le mec qui avait fait un bad buzz parce qu'il avait filmé un cadavre. Ouais, exactement. Tu vois, tu te souviens de son nom ou pas? J'ai plus la mémoire des noms, je me souviens plus. Et ben lui, eux, bon, ils ont une très très grosse chaîne, hein. Chacun. Oui, mais ils ont des dizaines de millions d'abonnés. Ouais, c'est ça. Mais ils font du merch principalement. Je crois que leurs principaux revenus viennent de la vente en fait de t-shirts. Après, ils sont très un peu dans le truc bro, tu vois. Donc leur marque est super importante. Donc leurs abonnés achètent leurs t-shirts, etc. Mais je crois qu'ils font des millions avec ça. Possible. Ouais. Bah moi j'ai pas de boutique, donc je peux pas dire. Mais ça va dépendre aussi. Avoir une boutique, c'est une nouvelle expertise. Tu peux la faire en mode YOLO et puis vendre 2-3 petits t-shirts sur pareil, Spatcher. En fait. Chaque fois que tu vends un truc, c'est une nouvelle expertise. Là, c'est vraiment le cas, contrairement aux OP où ça va. En fait, c'est une expertise, micro-expertise que tu acquiers assez rapidement. Il faut savoir un peu négocier. Et puis mais sinon, c'est des choses aussi que tu peux t'associer simplement avec quelqu'un qui fait ça. En tout cas, comme du coup, toi, tu es plus dans la formation, en vrai, les OP, ça peut être un truc... C'est pour ça... les formations, c'est vraiment quand tu veux bien faire les choses et vraiment gagner ta vie, faut être prêt à passer des centaines ou des milliers d'heures pour pouvoir vraiment commencer à vendre correctement. Alors que les OP, les gens ils te contactent parce que tu as une chaîne, si tu as une niche, en fait c'est un deuxième point. Admettons tu as une niche par exemple où tu vas parler par exemple de dauphins ou par exemple du coup d'insectes ou de je sais pas de t-shirts ou de je sais pas. Eh bien il se trouve qu'il y a toujours des entreprises qui vendent des choses, il y a toujours des entreprises dans ton domaine probablement, et à ce moment-là si tu les contactes ou qu'elles te contactent, tu peux réussir à avoir des produits gratuits, et si tu réussis à bien négocier, elles peuvent te payer régulièrement ou te payer d'un coup. Et en vrai en passant très peu de temps en termes d'expertise, tu peux réussir à gagner ta vie. Tu vas pas gagner, probablement tu vas pas devenir riche. Contrairement à si tu vends bien des formations, tu peux te faire probablement plus d'argent, mais tu passes très peu de temps en comparaison. En fait, c'est surtout une histoire d'audience. Alors moi, j'en parle de plus en plus des sponsors parce que je pense que ça a beaucoup évolué en 5 ou 10 ans. Avant, les sponsors, c'était beaucoup plus difficile d'en trouver, c'était plus frileux, etc. Maintenant, c'est plus facile de trouver un sponsor, et surtout, c'est plus facile d'en trouver même avec une audience qui n'est pas faramineuse. J'ai l'impression. Oui, non, en fait, grosso modo, même genre avec 50 000, quelques dizaines de milliers d'abonnés, tu peux gagner ta vie.
Alors en formation certes, mais même alors, avec des sponsors, avec les pubs c'est dead. Je rejoins ce que tu dis pour avoir vu un peu le business model de youtubeur. C'est vrai que tu peux commencer comme tu dis à gagner ta vie avec quelques dizaines de milliers d'abonnés sur les sponsors. Et en fait le vrai avantage des formations, comme tu dis, c'est vrai que quand tu as une très grosse audience, c'est pas forcément le meilleur truc à lancer, mais le vrai avantage des formations, c'est justement quand tu as une petite audience, vraiment une petite audience de moins de 1000 personnes qui te suivent. Et j'ai vu des gens qui font moins de 1000 vues par vidéo, parfois qui font 500, 400 vues par vidéo, donc tu vois, vraiment une toute petite audience, mais qui ont une audience super fidèle et vraiment dans une niche, et qui arrivent à générer 5 000 ou 10 000 euros par mois juste avec la vente de formation. Et parce qu'ils sont vraiment développé une expertise là-dedans, je suis d'accord avec toi. Donc en fait, c'est plus un business model de petite audience, la vente de formation, que moi je conseille aux gens qui se lancent et qui sont pas forcément des stars. Mais c'est vrai que, comme tu dis, dans ton cas, c'est pas forcément en effet la chose la plus évidente à faire au départ. Bah après, c'est vrai, mais tu vois, en fait, quand tu fais une formation, en fait, bah, ça marche d'autant mieux que tu es dans une niche. Oui. Et du coup, moi, je suis pas dans une niche. Le grand public, vrai, c'est pour ça que j'ai 2 millions et quelques d'abonnés. C'est que ces gens, ils s'en battent les couilles des formations. La plupart s'en foutent. Je peux probablement vendre un peu n'importe quoi. C'est pour ça que je fais des OP sur n'importe quoi. Et ça pourrait un peu marcher, mais il faut avoir envie de développer cette expertise. Et voilà. En vrai, il y a plein de gens, ils ont pas envie de gagner masse de thunes. S'ils voulaient gagner masse de thunes, en fait, ils embaucheraient plein de monteurs, des rédacteurs, et ils feraient comme Lama Fâché. J'espère que ta chaîne se passe bien. Non, mais tu vois, je veux dire, Lama Fâché, il est en mode entreprise et il gagne plein de thunes. Mais il s'en fout de YouTube. Lui, c'est juste de la thune. Et c'est un autre système, quoi. Et c'est vrai que c'est dommage qu'il n'y a pas le côté artisanal et les vidéos sont pas. Je sais pas si il n'y a pas de personnalité dans les vidéos. Mais finalement, si, un petit peu quand même dans Lama Fâché, quoi. Enfin, tu me dis, non, j'arrête. Non, mais tu vois, en fait, il y a. Bref, c'est juste, après, c'est un peu mal vu pour plein des tas de raisons. Mais. C'est ni bien ni mal en fait. Il y a comme je disais avant, moi je suis pas forcément maintenant artisan, même si on le ressent comme dans les vidéos. Mais si t'as l'argent, c'est pas important en fait. Enfin, tu te rends compte que sauf si vraiment tu te dis, je sais pas, t'as fait une fixette sur avoir plein de thunes, mais en vrai, en fait, l'important c'est la liberté. Et je pense que tu le véhicules plein dans tes vidéos, et c'est pour ça que tu veux faire en sorte que les gens ils soient, du coup, indépendance financière. C'est aussi ça qu'on veut. Mais l'indépendance, tu peux l'avoir de plein de façons. Et puis, certes, admettons, tu fais des formations, tu te formes, tu deviens hyper badass et tu te fais 20 ou 30 000 ou 50 000 par mois. Ok. Et alors, si tu faisais genre des OP régulièrement, et du coup, peut-être tu ferais que 5 000 par mois, mais avec 5 000 euros par mois, tu peux avoir un appart superbe, peut-être pas à Paris, mais un putain d'appart. Tu peux voyager toute ta vie, t'es libre en fait, et tu passes probablement autant de temps, et puis t'es aussi heureux. Du coup, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. En fait, juste pour terminer, avoir beaucoup plus de thunes, ça te sert si tu as envie de faire des folies encore plus grandes, mais en vrai, quelques milliers d'euros par mois, tu peux faire déjà la plupart des choses que les communs des mortels peuvent pas faire parce que pour des tas de raisons en fait, mais tu peux voyager des trucs, plein de trucs ouf, et surtout plus de thunes, ça te permet d'embaucher ou de faire des projets plus ambitieux. Voilà. Alors, tu vois, on parle beaucoup d'argent, mais j'en profite justement parce que je suis avec toi et parce qu'à mon avis, si tu fais une interview avec d'autres gens, ils passeront pas autant de temps dessus. Mais c'est vrai que l'argent, moi je suis complètement d'accord avec toi, et l'argent pour l'argent, moi ça m'intéresse pas, tu vois. Moi je m'en fous des belles voitures, je veux plus posséder de voitures d'ailleurs, je fais que louer maintenant. Je m'en fous des belles montres, enfin voilà, moi je suis pas vraiment accro à ça. Ce qui m'intéresse plus, c'est l'argent vu comme un outil, tu vois. Et toi, tu l'incarnes vraiment, c'est-à-dire que tu utilises l'argent pour créer ta structure, tu fais quand même vivre des gens, tu vois. T'as des gens qui vivent grâce à toi, des salariés, pour peut-être produire plus de vidéos, pour lancer de nouveaux projets, des jeux vidéo. Tu vois, qui peut faire ça en fait sans argent? Donc c'est un outil qui te permet de faire des trucs, évidemment d'améliorer ton confort, mais au bout d'un certain seuil, ça apporte pas grand-chose en plus, mais qui te permet d'accomplir, qui te permet d'avoir une vision, qui te permet d'être évidemment libre. Et ça, c'est la première chose. C'est tellement, ça peut tellement changer ta vie que c'est dommage de se lancer en disant l'argent m'intéresse pas, parce que tu seras toujours limité en termes de vision, en termes de liberté et bien sûr en termes de confort de vie. Ouais, après, je regarde par exemple, moi, pas mal de vidéos, tu vois, sur les mecs qui sont en van life. Donc, les gars, ils vivent avec 3 francs, ils vivent avec 500 balles, mais ils ont juste leur petite maison mobile et ils font des petits boulots à droite à gauche. Donc, et ça ils ont l'air kiffer, tant que tu t'amuses et que tu t'apprécies ta vie, c'est ça l'important. Alors, admettons, ils gagneraient 5000 balles probablement, qu'ils n'auraient pas besoin de faire ces petits boulots. Et puis, voilà, ils pourraient se payer plus de trucs. Mais en vrai, t'as déjà tout sur place, et je sais pas, les voitures, ça me paraît tellement futile. Alors tu te dis, bon, t'as les 200 000 euros, tu t'achètes une Ferrari. Je sais pas, après. T'es toujours limité à 130 sur l'autoroute, hein, donc. T'es limité, et puis t'as une belle voiture et tout, mais elle te coûte. Oh, je sais pas, après c'est juste un kiff personnel, mais
il faut, en fait, je pense, la meilleure façon de savoir que l'argent c'est pas important, c'est d'en avoir. Mais c'est con, mais achète-toi les Ferrari, tu verras que tu vas kiffer pendant, admettons, quelques semaines, quelques mois, et à la fin, ça va devenir normal. Après, c'est peut-être parce que j'ai écouté, et je suis très documenté sur la psychologie humaine, et je sais que avoir les biens matériels, c'est pas ce qui rend heureux. Ça peut juste te rendre heureux si de base t'as une lacune, parce que par exemple, t'as des gros problèmes et que ça te permet de les combler. Mais voilà, il y a des études qui ont été menées là-dessus. En fait, l'argent rend plus heureux jusqu'à un certain seuil. C'est-à-dire, je crois que le seuil, c'est genre 2000 ou 3000 euros, peut-être 4000. Je crois que jusqu'à 4000 euros, plus t'as d'argent, plus t'es heureux, en moyenne, selon les études. Et après, à partir ça finit par plafonner en fait, à partir de 4000, il n'y a plus aucun lien, aucune corrélation entre la quantité d'argent que tu as et le bonheur que tu ressens. C'est qu'après, après, c'est juste kiffant, c'est juste pour le score. Tu te dis, mais c'est du scoring. C'est un jeu, en fait. C'est un jeu scoring, c'est ça. Mais la plupart des entrepreneurs qui gagnent beaucoup de thunes, en fait, ils le voient même plus personnellement. C'est vraiment, en voyant, je dis, c'est un score. S'il se dit, là, j'ai fait 10 millions, mais j'aimerais bien faire 50 millions, tu vois, mais ça n'apportera rien, juste le kiff. Mais c'est comme un jeu vidéo où tu as de plus en plus, mais ça ne change rien à ta vie concrète. Je voudrais qu'on termine juste par une dernière chose, c'est la célébrité, parce qu'on peut pas nier quand même que, je pense que quand tu sors dans la rue, tu te fais reconnaître. Comment tu lui, est-ce que c'est un truc que tu apprécies, ou est-ce que c'est un truc qui te pèse? Non, en vrai, si je pouvais le supprimer, je le supprimerais, moi. Ouais, ok. Ça dépendra sans doute des individus, mais de base, moi, je suis pas quelqu'un qui... J'aime bien être un peu... de base, j'ai une nature introvertie et j'aime bien être en solo. Quand j'étais au lycée, au collège, j'aimais bien être soit avec un groupe de très petits potes, soit étant seul, quoi. En vrai, j'aimais bien me balader, donc j'ai pas de... Je m'en fous de la célébrité. Je suis content de l'avoir connu pour savoir ce que c'est et de savoir que je m'en fous. Mais en vrai, encore une fois, c'est comme la thune. Il faut en avoir pour se rendre compte que ça apporte pas grand-chose. Et voilà, tu disais, oui, je suis reconnu dans la rue, donc j'ai une casquette. Combien, je sais pas, tous les jours? Non, non, parce que du coup, je me balade de manière en mode star. Mais tu vois, non, mais c'est con à dire, mais c'est pas. J'ai une casquette et des lunettes. Du coup, après, si on va bouffer ensemble, tu t'en rendras compte. Mais si j'en ai pas, j'ai des regards qui vont se tourner. Parfois, il y a des gens qui m'abordent. C'est jamais méchant. Prennent des photos discrètement. Ou des photos discrètement. C'est pas méchant, mais en fait, du coup, c'est un inconfort dans ta vie et tu as l'impression d'être un peu un animal. Oui, c'est vrai. Et c'est juste T'as des gens désagréable. en fait qui viennent te voir, j'imagine, juste pour prendre une photo en fait. Ouais, non, mais c'est juste dit, salut, j'adore tes vidéos, on peut prendre une petite photo, mais il est gentil, hein. Il fait la photo, il s'en va, et tu fais, j'ai rien à foutre. Mais enfin, c'est pas méchant, et t'essayes pas d'être méchant, mais c'est juste, moi, ça m'ennuie ou ça m'agace, du coup, je préfère être incognito, et voilà. Ok. Donc, aucun intérêt la célébrité, je trouve. Mais c'est pas non plus ça te pourrit pas la vie, quoi. Ça va pas pourrir parce que c'est un peu. Mais quand même, tu sors avec des lunettes, genre même quand il fait pas beau, t'as quand même tes lunettes de soleil. Casquette, au moins une casquette. Et quand il y a un groupe de jeunes, crois-moi que je baisse un peu la tête parce que quand t'en as 10, tu peux être sûr qu'il y en a qui sont abonnés ou qu'au moins ils ont déjà vu tes vidéos. Des jeunes aussi, je déteste l'idée. Enfin, après, c'est juste. Il y en a et peut-être ils s'en fichent et ils aiment bien être reconnus et ça les valorise. Mais moi, mon ego, il va bien. En tout cas, de ce point de vue-là, je m'en fiche. Mon ego, il a juste besoin de créer des projets. Tu vois, c'est pour ça que je kiffe faire ça. Mais ça dépendra des gens. Mais quand il y a des jeunes, je déteste qui font poisson fécond, et ils sont gentils, mais tu sais, ils commencent à se rassembler autour de toi, tu te sens un petit peu oppressé. Et à la fin, ils sont gentils, ils ont fait salut, continue à faire ce que tu fais. D'accord, mais j'allais pas arrêter de toute façon. C'est bête, mais voilà, en tout cas, moi, mon feeling par rapport à ça. Je comprends ce que tu dis et. Moi, j'ai pas du tout le même niveau de notoriété que toi, mais ça m'arrive peut-être une fois par semaine qu'on me reconnaisse. Et mais toi, tu te balades pas avec casquette. Pour l'instant, justement, c'est suffisamment faible pour que ce soit plutôt agréable. Les gens qui me reconnaissent, souvent, ils aiment bien ce que je fais, on discute un peu, ça reste intéressant. Mais je sais aussi, pour avoir vécu peut-être une petite dose, tu vois, c'est comme un vaccin, tu vois, dose suffisamment faible pour t'immuniser. Et je sais aujourd'hui que la grande célébrité, c'est pas quelque chose qui m'attire. Et j'aimerais bien pouvoir faire quelque chose d'ambitieux et impacter beaucoup de monde, etc. Mais sans pour autant que tout le monde sache où j'habite, tout le monde connaisse mon visage et tout le monde me reconnaisse dans la rue, quoi. C'est bête, mais si vous voyez les stars américaines, où on les voit se balader dans la rue avec des casquettes, lunettes, vraiment, avant, je me disais, c'est peut-être un peu too much, quoi. C'est pas non plus... Mais en vrai, c'est ma situation en 10 ou 100 fois pire, ou je sais pas. Mais en vrai, eux, comme c'est des stars planétaires, n'importe où ils vont, en fait, ils vont être reconnus. Et c'est juste, c'est pas que les gens sont méchants, c'est juste, en fait, c'est un petit inconfort. Ça peut être vécu comme un inconfort parce que les gens, ils ont des regards déplacés et tout. Mais comme je t'ai dit, parce que du coup, t'as l'impression de plus de contrôler ta vie et t'as pas.
tu le veuilles ou non, en fait, les gens ils vont te reconnaître. Tu te balades, par exemple, tu vas faire tes courses, tu vas chercher des trucs à bouffer, un gros sac d'essuie-tout, les gens ils te reconnaissent. Et tu te dis, bah, j'ai après, pas tu vois des forcément photos envie. de toi sur Twitter. Ouais, après, moi je m'en fous de Twitter, mais effectivement, tu peux voir des vidéos ou des photos après de toi. Et voilà. Au début, par contre, la première fois que ça arrive, c'est plutôt plaisant. Au début, c'est enivrant, tu dis, ah, c'est cool. Ouais, ça récompense un peu tes efforts. Tu dis, ah, bah tiens, je suis quelqu'un maintenant, je suis reconnu dans la rue. Au tout début, moi, ça me faisait plaisir aussi, tu vois. Mais aujourd'hui, je m'en fous, tu vois, mais je comprends que, ouais, au niveau... Non, mais c'est ça, au début, en fait, les gens, ils vont toujours penser que le début, c'est normal et ça va toujours être ça. C'est comme on parlait d'argent, tu te dis, ah, t'as galéré, tu gagnes les SMIC ou je sais pas quoi, et puis à un moment, du coup, tu fais une formation de ouf et tu tapes 10 000 euros et tu te dis, oh, mais crois-moi, tu vas pas être dit, ouais, mais c'est que de l'argent. Non, tu vas être vraiment très heureux parce que c'est un pic de bonheur. Ouais. Et le bonheur, en vrai, j'aimerais juste apporter cette chose. Vas-y. En vrai, il y a plein d'études qui montrent que le bonheur, c'est pas une situation. En fait, le fait de ressentir du bonheur, ce n'est pas le fait d'être à un niveau haut, mais c'est le fait de monter. Tu vois, en fait, c'est comme la croissance dans une entreprise ou dans la société. C'est pas d'avoir un PIB de 10 000, mais c'est de passer de 1000 à 10 000. Et plus ton ascension est haute, ou plus, si on parle avec des lois de la physique, plus ton accélération elle est rapide et plus tu es heureux. Par exemple, tu sais, là, on va vite. Tu vois, par exemple, la Terre, elle tourne autour du système solaire, elle tourne sur elle-même, et même autour de la galaxie. On va très, très vite, mais on s'en rend pas compte. Nous, ce qu'on ressent, c'est juste l'accélération. Ouais. Et le bonheur, finalement, c'est l'accélération, en fait, de ton état. Et le bonheur, c'est la décélération, en fait. Donc, tu vois, par exemple, en progression. C'est ça. Moi, par exemple, si je fais par exemple 10 000 et tout à coup mes OP elles valent plus que 1 000 euros, 1 000 euros c'est bien. Mais en fait, il va y avoir une courbe basse qui fait que je vais être malheureux. Je suis d'accord. C'est tout bête. Est-ce que ça te fait pas peur, ça, un moment justement de plus être dans cet état de progression et donc perdre en fait, ce que bonheur? je me rends compte, c'est que quand l'entreprise stagne, on est à un haut niveau, tu vois, mais on stagne. Je me compare avec le passé, plusieurs années dans le passé, et je me dis, bon, je suis pas plus heureux. Ça, c'est con, mais je gagne peut-être 10 fois plus qu'avant. Et je me dis, si on stagne à ce moment-là, si je sens la stagnation, eh bien, mon niveau de bonheur, il plafonne. Et voilà. Mais par contre, si on se remet à monter, là, c'est cool. Mais bon, après, c'est la courbe infinie du bonheur, quoi. Donc, comme la croissance. Eh ben, ça fait plus d'1 heure qu'on parle. Je pense qu'on va s'arrêter là. C'était super intéressant. Merci beaucoup. Est-ce que, s'il y a des gens qui te connaissent pas, et il peut y en avoir, malgré tout, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Alors, retrouvez-moi tous les matins, du coup, sur le 8-12. Non, mais sur la chaîne tapez Poisson Fécond sur YouTube, c'est bon. Et pour le coup, mon audience pourrait être vraiment intéressée par ta masterclass. Donc, je sais pas si elle est toujours en vente, mais si c'est le cas, on peut s'inscrire quelque part. Comment on fait déjà? Je sais plus comment on fait. Je sais pas. Est-ce qu'il y a un lien direct? Non, mais pour s'inscrire au moins à ta liste email. Éventuellement, je te donne un lien. Du coup, checker en description ou. Ouais, il y a un truc comme ça. Si on tape Kundar sur Google, on arrive sur ton site. Non, mais il n'y a pas. Non, mais faut quand même qu'il y ait un endroit où on puisse s'inscrire à ta liste email. Tu m'étonnes. Si. En vrai, c'est dans certaines vidéos, mais il faut voir les vidéos et je sais plus c'est quoi les vidéos. Donc, mais sinon, avec un lien direct. Mais tu te donnes un lien direct et c'est bon. Mais un formulaire de capture sur kundar.fr ou .com. Oui, il faut juste créer la page. Donc je l'ai pas encore délégué. Donc au moins les gens qui ont envie de s'inscrire puissent savoir comment faire, quoi. Ouais, mais avec un lien, tu m'enverras un lien, je mettrai. Et merci beaucoup. Merci, et puis bonne route. Je suis quand même super impressionné par ce que tu as construit, parce que moi j'étais resté encore dans les vieux bureaux avec les 3 personnes, tu vois, et quand je vois ce que tu as fait, c'est vachement impressionnant et j'espère que ça va continuer. Et puis j'aime bien aussi ton approche entrepreneuriale de ce que tu fais. Tu restes artisan et malgré tout, un peu comme moi ce que je fais, même si on fait des choses très différentes. Moi aussi je reste artisan, c'est-à-dire c'est moi qui continue à écrire chaque mail tous les jours, c'est ça que j'aime, c'est ça que je kiffe. Mais en même temps, j'ai cette approche entrepreneuriale de j'ai envie de croître, de progresser, de construire quelque chose, d'aider un maximum de personnes. Et c'est ce que tu fais aussi, et bravo pour ça, et bonne route. Merci Antoine, c'est surtout toi qui vas prendre la route, hein, mais on a compris. C'est moi qui viens de taper les bouchons. Allez, ciao. Merci, ciao.